Bienvenue pour ce rendez-vous du billet d'humeur. Donc ce matin, je voudrais vous parler 36 heures après ce fameux match France-Suisse. Oui, parce que je vous ai toujours pas parlé de la France depuis le début de la Coupe du Monde, donc c'est le moment de le faire. Et donc voilà, je voudrais jouer un peu au refroidisseur, au tempéreur d'ardeur, au climatiseur. Je vais souffler sur les braises chaudes et tempérer la performance de l'équipe de France. Alors certes, je ne remets pas du tout en cause le jeu de l'équipe de France, le plaisir qu'on a eu à regarder ce match. 5-2 dans une poule de Coupe du Monde, il faut remonter pour la France pour avoir marqué 5 buts. À la Coupe du Monde 58, donc j'étais même pas né. Inutile de vous en parler. Par contre, je peux vous parler de la Coupe du Monde 98, puisque j'étais né cette fois-ci. Et la France avait gagné ses deux premiers matchs, 3-0 contre l'Afrique du Sud et 4-0 contre l'Arabie Saoudite. Et on est un peu dans la même veine là avec les deux victoires qu'il y a eu donc contre le Honduras et contre la Suisse. Alors déjà, je voudrais relativiser par rapport au niveau des adversaires. Les adversaires de l'équipe de France sont des adversaires de seconde zone. Alors tout d'abord le Honduras. Le Honduras c'est un pays de la CONCACAF. C'est bon, on voit depuis le début de cette Coupe du Monde par contre que les pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud sont très très bons. Les pays d'Amérique centrale, donc c'est le Mexique, les États-Unis. Enfin, les États-Unis n'est pas d'Amérique centrale, mais participe au championnat de la CONCACAF, c'est-à-dire l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord, et joue régulièrement contre le Mexique, le Honduras, le Costa Rica, pour citer les 4 plus célèbres. Et on voit en ce début de Coupe du Monde que les États-Unis tiennent tout à fait la route. Bon, ils certainement joué qu'un match, on verra ce soir contre le Portugal, ce sera un gros test. Ils ont quand même battu le Ghana au premier tour, au premier match pardon, de poule. Le Ghana qui est une des meilleures nations africaines. Et les États-Unis progressent de Coupe du Monde en Coupe du Monde. Le Mexique, le niveau du Mexique a éclaté aux yeux du monde avec son match nul contre le Brésil 0-0, et on a vu que c'était une équipe vraiment qui avait un bon niveau. Et le Costa Rica est déjà qualifié dans le groupe de la mort, donc j'aurais tout intérêt à dire que le Honduras est très fort. Mais malheureusement, le Honduras est au-dessus de ces trois équipes-là. Le Honduras n'a participé qu'à 3 Coupes du Monde, les autres équipes beaucoup plus. Le Honduras n'est que 4ème et décroché de parmi les autres équipes de la CONCACAF. Et en préparation, le Honduras a perdu 4-2 devant Israël chez elle, au Honduras, et 2-0 contre la Turquie, des équipes qui ne sont même pas à la Coupe du Monde et qui sont des équipes européennes d'un niveau inférieur aux grandes nations européennes. Donc voilà, le Honduras n'est pas une grande nation du football. Certes, les battre 3-0 c'est bien, mais au bout d'une demi-heure de jeu, il y avait encore 0-0. Il faut un penalty pour marquer le but. Et j'ai trouvé le match contre le Honduras quelconque de l'équipe de France avec un niveau de jeu moyen. Voilà, donc je peux pas dire plus, c'était pas enthousiasmant. Tout le monde l'a bien remarqué ça. Après le match contre la Suisse, là par contre, je vais aussi tempérer le niveau de la Suisse. La Suisse, certes, est 6ème nation de FIFA, mais c'est le calcul de la FIFA qui est pas bon. C'est-à-dire qu'il n'intègre pas les équipes qu'on a battues, enfin le niveau des équipes qu'on a battues. C'est-à-dire que tu peux gagner 15 matchs contre le Luxembourg, le Liechtenstein, Andorre, enfin on a 12 autres nations nulles. Mais du moment que tu alignes les victoires, ça suffit ça vaut autant de gagner le Luxembourg que de gagner le Brésil. C'est pour situer le classement FIFA, l'idiocité de ce classement. Et donc la Suisse était dans un groupe de qualification avec la Norvège, dont on a vu le niveau contre l'équipe de France dernièrement, la Slovénie, l'Albanie, Chypre et l'Islande. Voilà, ça c'était le groupe de la Suisse pour se qualifier à la Coupe du Monde. Donc, et encore, ils ont galéré pour se qualifier. Ils ont galéré, certes ils ont fait des matchs nuls, notamment en Islande 4 partout, c'est quand même que l'Islande. Et voilà, donc la Suisse n'est pas bonne, n'est pas une équipe très bonne. Ils ont battu après le Brésil en amical, mais le Brésil c'était l'équipe B, ils en ont rien à faire de ce match en Suisse. Donc je tempère, citez-moi un joueur suisse, un bon joueur suisse dans l'équipe, j'en vois pas. Je suis désolé, et avant la Coupe du Monde, je pouvais même pas vous citer le nom d'un joueur suisse. Je pouvais pas. Ah si, Lichtsteiner, l'arrière droit de la Juventus. C'est le seul que je peux vous citer. Donc quand même, il faut quand même raison garder et revenir les pieds sur terre. Certes, le 5-2 est joli, l'équipe a bien joué, mais quand même, laissez-moi le doute quand même planer sur cette équipe. Alors je dis pas, elle va faire première de son groupe, elle va jouer en huitième de finale soit le Nigeria, soit l'Argentine. Tout dépendra des résultats des derniers matchs entre le Nigeria et l'Argentine. Si c'est l'Argentine, je nous souhaite beaucoup de courage, mais si c'est le Nigeria aussi. Nous ne sommes pas encore en quart de finale, et loin de là.
Parce que je vois pas mal de faiblesses dans cette équipe de France. Alors, je vais reprendre ligne par ligne. Déjà, Hugo Lloris, je le trouve moins bon qu'avant. Je trouve il peut se trouver sur les sorties. Il a fait contre la Suisse deux trois arrêts qui, moi, ne m'ont pas satisfait du tout. En relâchant des ballons devant et pas sur le côté. Il faut qu'il regarde les cassettes de Jean-Louis Buffon ou d'autres gardiens très très bons, ou de Salvatore Sirigu pour ne citer que l'Italie. Mais franchement, il faut qu'il dégage les ballons autrement. Donc il m'a pas dégagé une grande sérénité, et puis sa saison à Tottenham a été très compliquée, même s'il avait une défense en bois devant lui. Il faut quand même mettre un bémol sur le gardien de but. Voilà, déjà premier point. La défense centrale, c'est une défense centrale très 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 jeune. On a vu qu'avec la sortie de Sakho, la charnière Koscielny-Varane ne fonctionnait pas du tout. On a pris 2 buts à ce moment-là, dont le premier est imputable à la rentrée de Koscielny. C'était le profil de joueur qui ne va pas du tout ensemble. Ça m'étonne de Deschamps, parce que je trouve que Deschamps fait plutôt des bons choix d'habitude, mais là, franchement, il a fait des mauvais choix. Enfin, il a fait un mauvais choix, il aurait dû rentrer Mangala et pas Koscielny aux côtés de Varane, parce que la défense centrale, c'est un bourrin et un technique. C'est pas 2 bourrins ou 2 techniques. C'est le b.a-ba du football, et ça m'étonne que Deschamps ne le sache pas. Et voilà, c'est comme dans la vie, c'est comme dans La Chèvre, le film La Chèvre. Depardieu, le bourrin, Pierre Richard, le sensible, Campana et Perrin. Et dans la vie, c'est comme ça, normalement. Après, l'arrière gauche, je reviens pas sur Patrice Evra, pardon, enfin, je trouve que c'est un joueur qui est très bon pour jouer contre le Honduras et la Suisse, mais dès que ça va se corser, malheureusement, sa qualité défensive va éclater au grand jour, et malheureusement, elle n'est pas terrible. Et donc là, on aura des grosses difficultés sur le flanc gauche de notre défense. Debuchy est un joueur sympathique, au demeurant, mais on a vu qu'il était capable de sautes de déconcentration qui étaient assez importantes. Et d'ailleurs, le deuxième but de la Suisse lui est directement imputable, puisqu'il ne monte pas il ne met pas hors jeu l'attaquant suisse. Donc, mais à côté de ça là, la défense Varane-Sakho m'apporte quand même satisfaction. Certes, c'est pas du Thiago Silva, David Luiz, c'est jeune, mais c'est talentueux, c'est quand même talentueux, et le bon bourrin à côté d'un mec technique serein. Varane me paraît très serein, bon de la tête, bonne relance. Donc ça, c'est quand même pas trop mal, mais c'est pas du top niveau mondial, malheureusement. Enfin, en même temps, je vois que le Brésil qui a mis en défense, hein, mais c'est pas du top niveau mondial. Ensuite, le milieu de terrain est pas trop mal, mais Matuidi, bon, ça me fait mal de le dire parce qu'il joue au PSG, a été exceptionnel. C'est un joueur qui est vraiment très 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 bon, qui va d'une surface à l'autre, qui est toujours présent, qui ratisse les ballons. C'est une vraie pieuvre au milieu de terrain. Donc ça, c'est satisfaisant. Ensuite, le reste du milieu de terrain, Cabaye, Pogba est un joueur très talentueux, mais en devenir, et il va falloir qu'il calme un peu sa nervosité sur le terrain. Je pense que Deschamps travaille dessus. Ensuite, le point faible vraiment de l'équipe de France. Alors, le point fort, ça a été plutôt, pardon, excusez-moi, la non-sélection de Nasri et Ribéry. Alors, Nasri, c'est du fait de Deschamps, et Ribéry, c'est du fait d'une blessure. Sinon, il serait à la Coupe du Monde de Ribéry. Et là, pardonnez-moi, mais on n'aurait eu aucune chance. On n'aurait pas vu un beau jeu, même contre la Suisse et l'Honduras, on n'aurait rien vu. Parce que Ribéry gardait les ballons et contrecarrait la fluidité actuelle de l'équipe de France. C'est un joueur qui joue pour sa pomme, qui ne joue pas collectif. Et en plus, comme il est copain avec Benzema, il se faisait des passes entre eux, Benzema et Ribéry, et il se passait rien avec les autres. Alors que là, Benzema est d'un coup subitement meilleur par l'absence de Ribéry, puisque là, il se dit, j'ai pas mon copain à côté, ah tiens, mais je peux faire des passes à Giroud, je peux faire des passes à Valbuena. Et du coup, le jeu collectif de l'équipe de France, comme par magie, se retrouve meilleur. Donc la blessure de Ribéry, c'était la meilleure nouvelle, comme je le dis sur mon blog, c'était la meilleure nouvelle qui puisse y être. Mais par contre, j'ai mis un bémol sur le niveau des 2 attaquants, et ça... Alors certes, 2 attaquants français, pardon, c'est Benzema et Giroud, qui sont pas du tout du top niveau mondial. Hein. Benzema joue au Real Madrid, mais n'a pas le niveau de Suarez, n'a pas le niveau de Neymar, n'a pas le niveau mondial. C'est pas du top niveau mondial, c'est un joueur très technique, très bon, un bon niveau, mais c'est pas du top niveau mondial, malheureusement, notre ami Benzema. Et voilà, j'ai mis des doutes sur son mental dans les moments importants. Voilà. Par contre, Giroud, pareil, mais Giroud ne joue qu'à Arsenal, c'est un joueur qui est pas mauvais, hein, qui est bon de la tête, qui a une envie débordante. Mais qu'est-ce que ça vaut plus haut? Qu'est-ce que ça vaut plus haut? Ça, c'est l'inconnu. Alors oui, j'ai tempéré les ardeurs, comme je le disais au tout début de mon petit billet là.
J'ai tempéré les ardeurs, mais en même temps, en reprenant ligne par ligne, vous avez vu que j'ai quand même dit que l'équipe de France, ligne par ligne, avait des qualités. Euh, j'ai et des qualités que beaucoup d'équipes n'ont pas, finalement. Donc voilà, je tempère les ardeurs. L'équipe de France n'était pas un favori de la Coupe du Monde au début, ça devient un outsider. Voilà. Ça devient un outsider de la Coupe du Monde, puisque quand je vois les autres équipes, il n'y a pas forcément mieux. L'Allemagne avait gagné 4-0 le premier match contre le Portugal, c'était assez impressionnant. Là, le deuxième match, ils ont un peu plus galéré devant le Ghana, mais c'est un peu, les Allemands sont un peu coutumiers du fait du deuxième match de se relâcher. Le troisième match, ils vont faire ce qu'il faut pour se qualifier. Et donc, je vois toujours l'Allemagne très très loin. L'Italie et l'Allemagne comment dire, ce sont des équipes, l'Italie et l'Allemagne, que je vois très loin. Parce que, comme je l'ai dit dans mon blog, j'ai fait un article sur ce sujet-là, elles sont éternelles ces deux équipes, l'Italie et l'Allemagne. Et l'Italie et l'Allemagne, même si elles sont poussives à un moment donné, même si on les voit pas forcément se qualifier ou si elles galèrent, elles vont être là au final. Et donc, je n'enterrerai pas l'Italie. Je fais de l'Allemagne un de mes favoris et je n'enterre pas l'Italie. J'attends qu'ils fassent match nul contre l'Uruguay pour passer. Et après, je vous parlerai de l'Italie. Le Brésil, j'en ai déjà parlé, moi je les vois en finale, tout simplement. Et parce que finalement, en regardant les autres équipes, je vois pas beaucoup mieux. L'Espagne et l'Angleterre au tapis, on n'en parle plus. Les équipes sud-américaines, alors c'est bien joli d'être bon au premier tour. C'est très plaisant comme jeu. La Colombie, c'est très joli. Le Chili, ça joue bien. Mais je ne les vois pas non plus aller beaucoup plus loin dans la compétition. Aller à maxi un quart de finale. Mais après, je les vois un peu être moins bons. Et avoir moins d'essence dans le moteur, surtout, c'est ça. Et comment dire, le Chili, par exemple, certes, il y a 2-3 joueurs de talent. Mais après, ça se joue tout sur l'état d'esprit, le physique. Est-ce qu'il y aura tout ça au bout de 3, 4, 5 matchs et au moment décisif, est-ce qu'il y aura encore des centres de moteur? Donc j'ai mis aussi un bémol sur le Chili, sur la Colombie, sur les pays sud-américains, ce qui certes sont pas mauvais. Certes, j'en vois un en quart ou en demi, mais je ne les vois pas gagner la compétition. Donc c'est pour ça que mon pronostic initial, c'est Brésil en finale contre Angleterre, n'importe quoi, hein. Allemagne ou Italie. C'était mon pronostic initial. Ça m'a un peu refroidi la défaite de l'Italie, mais je les connais. Et je sais qu'ils sont capables de faire match nul contre l'Uruguay. Et de se révéler ensuite, même s'ils ne m'ont rien montré. Et les Allemands, bon, on les connaît tout le temps. Mais maintenant, la France a prouvé qu'elle n'était pas mauvaise. Mais malheureusement, si je les vois jouer contre l'Allemagne en quart de finale, je ne les vois pas passer. Voilà, c'est mon avis. Malgré le 5-2 dans la Suisse, je ne les vois pas passer contre l'Allemagne ou même contre l'Italie, je les vois pas passer. C'est comme ça, j'y peux rien. Même avec Deschamps, même avec ce qu'ils ont montré, non. Mais je les vois quand même aller en quart de finale. Et j'ai pas parlé de l'Argentine, parce que l'Argentine, j'ai vu le match hier soir contre l'Iran. Alors l'Argentine, comment dire, c'est mon équipe de cœur, en fait, après la France. Parce que la première Coupe du Monde que j'ai vue, c'est 86, c'était la Coupe du Monde au Mexique, c'était l'Argentine de Maradona, de Burruchaga, de Valdano, c'était vraiment... c'était le rêve. Enfin, quand t'es petit, que tu vois les exploits de Maradona, le jeu de cette équipe, ça faisait rêver. C'était mon équipe de cœur. Et après, dans les différentes Coupes du Monde plus tard, j'ai toujours supporté l'Argentine. Et là, j'avoue que j'ai un peu plus de mal depuis quelques Coupes du Monde. Disons, depuis les deux dernières Coupes du Monde, je trouve l'Argentine vraiment au jeu ennuyeux. Et là, hier contre l'Iran, c'était le pompon. Enfin, c'était le galérer jusqu'à la 91e minute pour mettre un but à l'Iran, qui est un niveau CFA. Non, c'est pas possible. Après, bon, l'histoire de la Coupe du Monde m'enseigne que les équipes qui sont championnes du monde ne partent pas forcément bien dans une compétition. Bon, et après, il y a des contre-exemples aussi, mais il y a des exemples d'équipes qui ont vraiment galéré, qui ont pris genre 3 points lors de la première phase et qui ont gagné la Coupe du Monde. J'ai en mémoire, il me semble, l'Italie dans une Coupe du Monde qui a pris 3 points, qui s'est qualifiée en tant que meilleur troisième, parce qu'à l'époque il y avait les meilleurs troisièmes, et qui est allé en finale de la Coupe du Monde. Donc, je crois que c'est la Coupe du Monde aux États-Unis. Mais donc je me méfie fortement. J'ai aussi en mémoire l'Espagne il y a 4 ans, tout simplement, qui perd son premier match contre la Suisse, qui bat le Honduras que 2-0 dans son deuxième match, et qui galère contre le Chili dans le troisième match 2-1 en étant à 1 partout à un moment donné et en étant éliminé carrément. Donc à un moment donné du match. Donc je me méfie très fortement des équipes qui galèrent. C'est pas forcément bien de partir bien. De partir gagner 4-0 tout feu tout flamme. L'Allemagne il y a 4 ans, pareil, a battu en
4-0 l'Argentine, je crois, en quart de finale, et 4-1, je sais plus quelle équipe, au tour d'avant, qui a battu 4-0 l'Australie au premier tour, qui a été flamboyante l'Allemagne, et qui s'est retrouvée en demi-finale, donc c'était déjà pas mal, mais qui n'est pas allé au bout, qui a perdu en demi-finale contre l'Espagne 1-0. Et donc c'est pas gage forcément d'aller plus loin dans la compétition. Donc il faut se méfier. Donc voilà, pour moi, il y a 4 favoris. Voilà. Une de ces 4 équipes gagnera la Coupe du Monde pour moi. Brésil, Argentine, Italie, Allemagne. Une de ces 4 équipes. Et je citerai 3 outsiders. La France, le Chili et les Pays-Bas. J'en ai pas parlé des Pays-Bas, mais il y a pas mal de joueurs inconnus qui jouent au pays. Et vous additionnez à ça Robben et Van Persie devant, qui sont des tueurs, des joueurs qui savent frapper, éliminer, qui savent marquer à tout moment des buts. Avec ces qualités-là, on ne sait jamais. Ça peut aller aussi un peu loin. Et en plus, certains joueurs de cette équipe ont l'expérience d'une finale de Coupe du Monde il y a 4 ans. Et ça, c'est pas négligeable. Voilà, donc c'est mes 4 favoris. Et j'ai éliminé l'Uruguay qui était mon 8ème, mon 4ème outsider et mon 8ème, ma 8ème équipe possible, parce que je les vois pas passer devant l'Italie, parce que l'Italie doit faire match nul contre l'Uruguay, et je pense qu'ils le feront. Donc voilà, c'est mes pronostics. Mais je voulais surtout aujourd'hui et ce matin tempérer les ardeurs sur l'équipe de France. Elle n'a battu personne. Elle n'a battu personne, je le répète. Personne. Voilà, donc ce billet d'humeur est terminé. La prochaine fois, je pense que je vous parlerai d'un autre sport, le tennis, qui est plus le sport que je pratique, et de Wimbledon qui va commencer lundi, et on fera un état des lieux des favoris, des favoris et des outsiders, et savoir qui peut gagner le Wimbledon 2014. Ça sera très intéressant, je pense, parce que c'est assez ouvert cette année. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt.